aujourd'hui, on va vous parler de ça. Un récif corallien est un édifice construit par de minuscules animaux appartenant à l'embranchement des cnidaires, les polypes. Ces petits organismes construisent un squelette de calcaire. Pour cela, ils précipitent le carbonate de calcium qui est présent sous forme de CaCO3. C'est un phénomène extrêmement lent. Certains peuvent grandir de quelques centimètres par an, d'autres ne grandiront pas plus que 15 mm sur l'année. Lorsqu'un polype meurt, il laisse son squelette derrière lui, qui deviendra un substrat pour le prochain polype. Les récifs coralliens sont distribués de manière très inégale sur le globe. Ils sont principalement situés dans la zone tropicale et ne sont pas présents à plus de 50 mètres de profondeur. En effet, à partir de là, la lumière ne passe plus suffisamment, ce qui est nécessaire pour la survie des récifs, car les coraux sont en symbiose avec des algues brunes unicellulaires photosymbiontiques appelées zooxanthelles. Les algues sont localisées dans l'endoderme du polype et apportent des nutriments essentiels à la vie de son hôte. Elles favorisent la sécrétion du squelette calcaire et, grâce à la photosynthèse, elles relâchent de l'oxygène. Les coraux, quant à eux, apportent en retour un abri, des ions minéraux et un accès à la lumière. Il existe des récifs plus profonds dans la zone crépusculaire, mais là la lumière ne pénètre pas, ou en tout cas très faiblement, et donc la symbiose avec des algues photosynthétiques telles que les zooxanthelles est inutile. Il existe différents types de récifs coralliens. Les récifs frangeants, qui bordent les côtes et sont de forme discontinue. Les récifs barrières, qui délimitent une mer intérieure qu'on appelle le lagon entre le récif et la côte, comme par exemple la Grande Barrière de Corail en Australie. Le banc corallien, qui est un récif qui est construit en pleine mer sur un haut fond. Et les atolls, en forme d'anneaux, construits au sommet d'îles ou de volcans inactifs, qui vont s'éroder et qui laisseront donc un espace entre le récif et la terre. Bah c'est bien Laura, mais moi j'ai envie de voir ce qui se passe là. Et ben, maintenant qu'on parle, on vient justement d'inventer quelque chose. Le bathyscaphe, autrefois appelé thalassosphère, provient du grec bathos, signifiant profond, et de scapher, la barque. Il s'agit d'un engin sous-marin permettant l'exploration abyssale, créé par le professeur Auguste Piccard en 1946. Constituée d'une cabine sphérique en acier, celle-ci ne peut accueillir qu'un ou deux passagers et est suspendue à un flotteur rempli d'essence légère qui compense le poids de l'engin selon le principe d'Archimède. Ce principe connu de tous stipule qu'un objet plongé dans un fluide subit une force de poussée vers le haut égale au poids du fluide déplacé par l'objet. La flottabilité en surface est assurée par un liquide de densité inférieure à l'eau, soit de l'essence, situé dans des ballastes. Chez le sous-marin, qui lui est conçu pour se déplacer sur le plan horizontal, ces dernières sont remplies d'air. Pour descendre, le bathyscaphe remplace ainsi l'essence de ces ballastes par de l'eau de mer, et le poids de l'engin devient alors supérieur à la poussée d'Archimède. A l'inverse, pour remonter, le bathyscaphe relâche de la grenaille de fer. Le poids diminue, redevient inférieur à la poussée d'Archimède et l'engin remonte. Si plusieurs centaines d'alpinistes par année parviennent à grimper sur le sommet du monde, soit l'Everest, qui culmine à 8849 mètres d'altitude, il n'en est rien des fonds abyssaux. Challenger Deep est le point le plus profond de la planète. Situé à 11 034 mètres de profondeur, il ne fut atteint que par 3 hommes seulement. Parmi ceux-ci, nous retrouvons le célèbre cinéaste James Cameron à bord du bathyscaphe Deep Sea Challenger. Ces explorations profondes permises par un pareil engin qu'est le bathyscaphe se montrent intéressantes pour la science et pour l'avenir. Échantillonnage et mesure de paramètres ont permis, durant ces quelques explorations, d'en apprendre davantage sur ces abysses encore remplis de secrets. Berk, mais c'est quoi tout ça? Ça, c'est des déchets. Mais c'est pas grave, on a une solution. La directive Cadre Eau est une série de textes de loi édités à l'échelle européenne qui oblige et impose que tous les pays de l'Union européenne laissent à leurs habitants des ressources nécessaires en eau. C'est donc une dynamique globale à l'Union européenne. Les eaux sont délimitées en districts hydrographiques définis qui sont différents des frontières nationales. Une coopération entre pays est donc nécessaire. D'autres lois existaient avant, mais les résultats n'étaient pas suffisants. Ces nouvelles lois ont donc été adoptées le 23 octobre 2000. Toutes les eaux sont concernées. Les eaux douces dans les lacs et les rivières, les eaux côtières, les eaux de transition qui les relient et également les eaux souterraines. L'eau ici est considérée comme un patrimoine à protéger et non un bien marchand. Les objectifs sont de réduire la pollution,
protéger l'environnement et les écosystèmes aquatiques et de manière durable. Pour vérifier cela, on utilise des indicateurs d'un point de vue physico-chimique, écologique et hydromorphologique. Pour atteindre les objectifs, 3 cycles de 6 ans sont prévus, de 2009 à 2015, de 2015 à 2021 et de 2021 à 2027. Chaque cycle comprend différents rapports à réaliser par les États membres de l'Union européenne pour chaque district hydrographique. Un état des lieux décrivant les usages et activités sur le territoire et leurs effets, un programme de surveillance détaillant les méthodes de suivi de l'état des eaux, un plan de gestion déterminant les objectifs et un programme des mesures définissant les actions à réaliser pour atteindre ces objectifs. En espérant vous avoir appris quelque chose sur l'océan, ses habitants, son exploration et sa protection, nous vous remercions pour nous avoir écoutés.